Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 2 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et ravi de vous retrouver après 2 semaines d'absence. À travers une ordonnance en date du 1er septembre 2025, le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani a créé l'Observatoire national de la communication ONC. Cette institution aura la lourde mission de réguler le domaine de la presse nigérienne. C'est le promoteur de l'Air Info, Ibrahim Manzo Diallo, qui va présider cette structure. Réaction des organisations socio-professionnelles du secteur des médias. Aujourd'hui, celle du président du Cap Média Niger, Moudi Moussa. La création de l'Observatoire national de la communication était pratiquement au cœur des plaidoyer que nous avons eu à mener au niveau notamment des assises nationales pour la refondation, où nous avions en tant que représentants de la presse, notamment indépendante, plaidé afin qu'on puisse donc avoir parmi les institutions devant animer la refondation, qu'il figure donc l'Observatoire national de la communication. Donc, ceci étant fait, de notre côté, nous ne pouvons que nous réjouir, vu que c'est une de nos doléances, une de nos fortes doléances en cas qui venait là d'être prise en compte. Et donc, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement, en tout cas pour cette aptitude, cette promptitude avec laquelle elle est venue à mettre en place cet observatoire. Aujourd'hui, peut-être ce qui reste, c'est de souhaiter que la suite aussi puisse se dérouler dans des conditions les plus acceptables. Je vais dire la nomination ou la désignation, en tout cas des autres membres devant composer l'équipe dirigeante de l'ONC. Et pour ça, nous suggérons, comme nous l'avons fait aux assises, que effectivement les acteurs qui vont animer cet observatoire soient également des acteurs qui soient imbus, n'est-ce pas, des idéaux de la refondation, des acteurs qui soient dans l'esprit du temps. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que parmi les prérogatives de l'ONC, telles que rappelées dans l'ordonnance le créant, il y a, y compris, donc, en dehors, je vais dire, de la régulation, il y a aussi la promotion de nos valeurs sociales, de nos valeurs culturelles, ce qui passe par donc un changement de paradigme, n'est-ce pas, de la part de l'ensemble des acteurs. Et donc tout ça, nous pensons que doit être compris et pris en compte dans le cadre justement de la suite à donner à la composition de la future équipe, n'est-ce pas, qui aura la lourde mission de conduire cet observatoire. Alors, d'ores et déjà, à notre niveau, vous vous rappelez, durant le mois de Ramadan passé, nous avions, sous l'égide du cadre d'action des professionnels des médias, eu à organiser un dîner de presse qui avait eu la participation du ministre de la Communication et d'un parterre, en cas de journalistes chevronnés et d'acteurs chevronnés du secteur de la communication. Et la question centrale a été de réfléchir sur quelle ONC justement il fallait pour la refondation après que les assises aient décidé justement de retenir l'Observatoire national de la communication, figurant parmi les institutions devant, comme je le disais, animer la refondation. Et à ce niveau, des réflexions avaient été menées, vous vous rappelez très bien, et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport qui a été également transmis à son temps au ministre de la Communication, rapport dans lequel nous avons également exprimé notre souhait de comment nous souhaitons donc voir cette institution fonctionner. Et dedans, je pense que tout a été clairement indiqué et on a aussi tenu compte du fait que nous sommes dans un contexte de guerre informationnelle, sinon communicationnelle, et qui a conduit d'ailleurs à la fermeture de certains médias internationaux et qui se sont illustrés dans la désinformation et une campagne en tout cas menée contre notre peuple, contre nos dirigeants. Donc l'ONC doit avoir parmi ses orientations tout cela, comment apporter une réponse coordonnée
n'est-ce pas, à toutes ces campagnes et surtout comment amener aussi les médias à aller vers une convergence éditoriale, adopter une ligne éditoriale commune qui soit celle du journalisme sensible à la AESC. Oumoudi, le président, un professionnel du secteur qui est donc au cœur de tous les défis qui les attendent. Comment pensez qu'il doit travailler pour relever tous ces défis qui sont dévolus aujourd'hui? Oui, on a déjà la chance que le président désigné relève du domaine, c'est quand même Ibrahim Manzour Diallo. Son nom est quand même révélateur de la personnalité qu'il reflète. En tout cas, dans le paysage, tout le monde connaît qui est Ibrahim Manzour. Donc, c'est vraiment un grand nom de la presse nigérienne qui est désigné à cette position et nous pensons que à condition qu'il collabore en tout cas avec tous les acteurs de façon inclusive, il parviendra, Inch'Allah, les objectifs pour lesquels cette lourde mission lui a été confiée. C'était à l'instant la réaction de Moudi Moussa, président du Cap Média Niger, sur la nomination hier par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tchani, du président de l'Observatoire national de la communication à la personne de Ibrahim Manzour Diallo. Depuis quelques jours, la capitale Niamey vit au rythme d'une nouvelle mesure de régulation du stationnement des véhicules dans la ville. Une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tout cas, les usagers ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de porter les sabots aux véhicules en stationnement ou en panne. Ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction là-bas signé Nadia Hassan. C'est une affaire qui ne fait pas l'unanimité et qui est sur toutes les lèvres, notamment à Niamey, la capitale nigérienne. Le port de sabots aux véhicules mal stationnés et ou en panne sur les voies. L'idée n'est pas du tout mauvaise. Il faut mettre fin au stationnement anarchique ou abusif à Niamey où un désordre total règne. Mais c'est la façon dont l'opération a été engagée qui est sérieusement critiquée. Des critiques basées sur le non-respect du Code général des impôts nigériens qui définit les tarifs pour les pénalités à 4 000 francs d'amende et 1 500 francs les frais journaliers de la fourrière. En effet, la forme actuelle sous laquelle le port des sabots est fait à Niamey est contraire aux dispositions de ce Code général des impôts du Niger. Entrans, la nouvelle société privée qui a la charge de cette opération détient 75% d'actions contre 25% pour la ville de Niamey. Taxe les contrevenants de 10 000 francs à 75 000 francs selon le temps de séjour des véhicules dans la fourrière, chose que dénoncent les citoyens et les syndicats du secteur des transports urbains, qui estiment que le contrat de Entrans est entaché d'opacité et d'irrégularité. Ce que les usagers ne comprennent pas dans toute cette affaire qui défraye l'actualité, c'est le manque de la communication pour les informer et les sensibiliser davantage avant même de démarrer des activités de la société Entrans. La récente sortie médiatique des responsables de la dite société et celle de la ville de Niamey pour expliquer le contour de cette affaire n'a pas convaincu les citoyens et les analystes qui voient flou dans cette affaire, cherchant surtout à voir un peu plus clair sur le contrat entre la société Entrans et la ville de Niamey. Des analyses et des citoyens qui lancent leur cri de cœur au père de la nation. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tchani, et au CNSP de porter un œil vigilant sur ce contrat contesté qui lie la société Entrans et la ville de Niamey. Car ce port de sabot, nouvelle formule, intervient dans un contexte de morosité économique au Niger. C'est pourquoi les usagers crient au secours et le père de la nation, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tchani, doit entendre les pleurs de ses fils et de ses filles pour leur essuyer les larmes face à ce port de sabot qui a provoqué un tollé et qui est vomi par les usagers de la capitale de leur écrasante majorité. Merci Nadia.
Nous sommes en pleine saison de pluie, une période de paludisme au Niger, une maladie donc qui fait malheureusement des victimes. Cependant, pour se traiter contre cette maladie, beaucoup de malades prennent en même temps plusieurs médicaments, notamment des produits pharmaceutiques et ceux de la pharmacopée traditionnelle. Y a-t-il des risques de prendre en même temps ces médicaments? Docteur Abou Abdurrahman, spécialiste en santé publique, explique. Je ne pourrais pas répondre de façon formelle sur la question parce que nous n'avons pas, moi à mon niveau d'abord, nous n'avons pas encore été confrontés à ce genre de situation. Et vous savez, en fait, les gens peuvent utiliser l'usage de ces plantes-là n'est pas aussi très formalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une documentation qui vous permet de dire que, voilà, que la personne, moi j'ai pris telle quantité de telle herbe, et voilà, quand j'ai pris tel médicament, ça m'a créé des soucis. Mais je pense que les chercheurs vont trouver une voie dans ce sens-là afin donc, de relever s'il y a des questions d'interaction ou de fichage ou d'interaction médicamenteuse entre l'usage de ces plantes à guise de médicaments et les médicaments donc, classiques, modernes donc, qui sont donnés aux patients. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que j'avais dit tantôt que la plupart de nos médicaments sont des extraits donc, des plantes. Donc, supposez que si on extrait de la plante, on donne à la personne et que la personne continue à prendre aussi la plante, on peut aussi donc se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas un risque de surdosage par rapport à la molécule qui a été prise en compte dans cet état d'effet-là, quoi. Par exemple, quand vous prenez donc, les CTA, donc les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, et qu'en même temps que la personne aussi prend des extraits de plantes, donc de l'artémisia, c'est la même chose, en fait, ce sont les mêmes composés. Donc on peut se poser la question du risque donc, du surdosage qui peut arriver à ce niveau-ci. Mais pour l'instant, je pense que nous n'avons pas encore eu des références claires donc, par rapport à ce sujet afin de pouvoir donc, éclairer donc, la population. La science est vaste et il y a aussi beaucoup de domaines qui n'ont pas encore été explorés par la science et que peut-être que la médecine traditionnelle aussi donc, l'a déjà fait. Donc vraiment c'est ça qui fait en sorte que quand vous prenez tous les ministères de la Santé, donc s'attelle à rapprocher ces deux aspects donc, de la vie sociale afin donc, de créer une certaine synergie pour pouvoir donc renforcer donc, la prise en charge donc, des questions de la santé de la population. Donc la médecine traditionnelle et la médecine moderne donc, sont complémentaires. Donc il va falloir que maintenant, donc, quitte à nos systèmes donc, de pouvoir donc, les rapprocher afin de créer une meilleure synergie donc, pour pouvoir donc, apporter des solutions de santé à la population. Je pense qu'il faut bien structurer donc, la pharmacopée traditionnelle. Il faut la structurer, il faut l'organiser, il faut les encadrer. Donc, par rapport donc, à la délivrance, la fabrication, la délivrance donc, des produits ici donc, de la pharmacopée. Deuxièmement, il faut aussi, à leur niveau, aussi les sensibiliser pour qu'ils puissent aider à relayer aussi l'information. Et la troisième petite étape encore, c'est de continuer donc, le travail qu'on a l'habitude de faire, en fait, de sensibiliser par rapport à l'usage donc, des médicaments non prescrits, que ce soit non prescrits par un médecin ou non prescrits par un médecin traditionnel, qui en réalité donc, aussi aurait déjà reçu donc, les connaissances nécessaires donc, en amont donc, pour pouvoir donc, bien administrer donc, les médicaments. Donc vraiment, je pense que c'est un travail de fond qu'il va devoir falloir faire. C'était à l'instant docteur Abou Abdurrahman, spécialiste en santé publique sur les traitements de palu à base de plusieurs médicaments, notamment des produits pharmaceutiques et des produits de la pharmacopée traditionnelle. En cette saison de pluie, on assiste malheureusement à des situations de détresse causées par des fortes pluies qui tombent partout sur l'ensemble du territoire national. Face donc à cette situation, quel comportement faut-il adopter? Réponse avec le directeur général du service d'aide médicale d'urgence SAMU, Dr Ila Alassane. Quand vous êtes en face d'une situation d'urgence, ce qu'il faut d'abord savoir à faire en premier lieu,
c'est d'abord essayer de savoir ce qui se passe. Essayez de faire un diagnostic selon votre compréhension de la détresse effectivement du malade. Donc appelez, vous lancez ce qu'on appelle l'alerte. Et en quoi consiste effectivement l'alerte? Elle consiste bien entendu à appeler le 15, qui est le centre d'appel qui est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un franc pour appeler le SAMU. Donc quel qu'il soit l'opérateur, quel qu'il soit le numéro, appeler le 15, c'est effectivement gratuit. Maintenant, en faisant effectivement cet appel, il peut arriver que vous soyez mis en attente, parce qu'il y a un flux souvent d'appels où il faut forcément insister effectivement pour avoir un opérateur sur place. Donc maintenant, une fois qu'on décroche effectivement votre appel, on va vous demander poser un certain nombre de questions par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'endroit, parce que c'est important aussi de savoir. Nous, on cherche à savoir la localisation du malade, parce que vous avez appelé, il faut qu'on sache d'où est-ce que l'appel vient. Comment faire effectivement pour essayer de canaliser le premier témoin qui est là, parce qu'il y a des urgences. Si le premier témoin ne fait rien, donc même si on vient effectivement, on peut ne trouver que des cadavres. Donc par conséquent, le premier appelant, le premier témoin est extrêmement important dans la gestion d'une urgence. Donc c'est pour ça on demande effectivement le plus souvent à l'appelant, en tout cas d'écouter bien, de regarder ce qui se passe et de suivre et respecter les consignes du médecin régulateur. Le plus souvent, les gens qui souvent n'ont pas compris, dès qu'ils voient un accident, ils s'arrêtent, ils appellent le SAMU, mais après, ils s'en aillent. Et les parades, par exemple, le SAMU peut aller, il peut effectivement ne pas trouver la personne, parce que c'est lui qui a appelé, il a déjà quitté le lieu, ce qui n'est pas normal. Donc quand vous appelez, vous prenez vraiment la peine d'appeler, il faut aller jusqu'au bout. Parce que le secours, c'est une chaîne. Ça part effectivement de l'appel jusqu'à, si vous voulez, l'évacuation du malade. Ça veut dire que c'est lui qui appelle, il doit rester sur place jusqu'à ce que le SAMU soit là. Et enfin, il peut après effectivement repartir. Donc il y a effectivement ces difficultés qu'on a. Souvent, les premiers témoins sont extrêmement importants, en tout cas dans la chaîne de la prise en charge. Parce qu'il y a des gestes où il y a des détresses. Si le premier témoin ne fait rien, donc on ne peut pas sauver les malades. Donc, par conséquent, ceux qui sont là et qui pensent que c'est bien d'appeler et qui l'ont appelé, je pense que c'est nécessaire, effectivement, qu'ils restent là jusqu'à ce que, effectivement, si vous voulez, le SAMU soit là. Merci, docteur Ila Alassane, pour toutes ces précisions, notamment sur le comportement à adopter devant un cas d'urgence. De nos jours, on assiste de plus en plus à une démission de certains parents dans l'éducation de leurs enfants, conséquence à l'accroissement de la délinquance et du banditisme. Si on en prend en garde, cette situation pourrait toutefois prendre une autre ampleur. C'est pourquoi, en tant que mère, Hajia Bari Bipata Nyandou, femme leader, appelle les parents à plus de responsabilités. On l'écoute. Nous sommes là à déplorer que nos enfants ont des problèmes. Mais est-ce que nous nous sommes interrogés sur notre propre rôle? Est-ce que nous, parents, nous sommes conscients du fait que ce qui se faisait avant, est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Quand vous sortez du matin jusqu'au soir, que vous laissez les enfants abandonnés à eux-mêmes, que les enfants sont devant la télé, sachant les programmes qui sont diffusés au niveau de la télé. Si nous regardons maintenant, même les dessins animés ne sont pas anodins. Même ça, est-ce que nous nous sommes dit, est-ce que nous sommes en train d'éduquer nos enfants? Est-ce que ce n'est pas la rue qui éduque les enfants? Est-ce que ce n'est pas la télé qui éduque les enfants? Est-ce que nous n'avons pas baissé les bras? Parce que c'est que nous avons connu. Avant, nos parents étaient là. Les voisins étaient là pour l'enfant. Hein? Le maître de l'école était là. Moi, je me rappelais avant, quand ton maître te voyait dans la rue, il te demandait, mais tu fais quoi ici? Tu n'as pas de cahier? Tu n'as pas de travail? À la maison, vous n'avez rien à faire? Mais ici, maintenant, ce n'est pas ça. Quand le voisin parle, le père n'est pas content. Quand le voisin parle, la mère n'est pas contente. Alors que le voisin veut se substituer à votre manque, vous qui n'êtes pas là. Si le voisin est là, avant c'était ça. Il est éduqué, tout le monde éduquait l'enfant. Maintenant, moi je dis,
il faut que nous, parents, que nous prenions le taureau par les cornes, que nous nous disions que le maître seul ne suffit pas, que notre apport est essentiel et que nous ayons le temps pour nos enfants. Parler, causer avec les enfants. Nous intéresser aux émissions que les enfants regardent ou écoutent. Leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qu'ils doivent prendre et ce qu'ils doivent laisser de côté. Je pense qu'en faisant cela, nous allons arriver vraiment à mettre les choses sur les rails. Donc, on peut dire Mais quand un enfant est abandonné à lui-même, quelle éducation il va prendre? Celle de la rue? Celle de celui qui veut le faire flancher? Or, si il écoute de l'autre côté et que le parent rectifie de ce côté-là, moi je me dis que les choses vont en bien, pas en mal. Il faut que nous ayons le temps pour nos enfants. Le mari, la femme, les parents. Or, on est au travail, on est à la, comment on dit, les foyers, on est au mariage, on est au décès. C'est vrai que c'est du social. Mais il faudra que nous ayons à l'esprit que nous avons laissé des enfants qui ont besoin de nous, qui ont besoin que nous les accompagnions. Quand l'enfant te pose une question, il faut lui répondre. Quand l'enfant pose un acte qui n'est pas bien, il faut lui dire cet acte il n'est pas bon, il ne faut pas le refaire. Mais si vous laissez faire, et nous surtout nous les femmes, quand l'enfant a un comportement qui dévie, nous avons tendance à cacher ce comportement au père. Quand tu aimes ton enfant, tu ne dois pas le faire. Parce que si tu le fais, demain tu vas pleurer. Si tu penses que en cachant pour que le père ne le tape pas aujourd'hui, demain c'est toi qui vas pleurer. Si hier on a pu former des hommes et des femmes capables d'être bien dans la société, pourquoi pas aujourd'hui? Merci Haja Bari Bibata Nyandou pour ce conseil, notamment aux parents de prendre soin de leurs enfants. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.